Les flashs crépitent comme une averse d'été, rapide, aveuglant, éphémère. Au centre, Sophie Marceau sourit ce sourire que la France a adopté comme un talisman contre la grisaille, puis, l'instant d'après, elle baisse les yeux, comme si le tapis rouge s'effritait sous ses pas. On dirait une héroïne sortie d'un film qu'elle n'a pas choisi. Les caméras réclament une histoire lumineuse. Ce soir-là, elles saisissent surtout une fatigue qui ne s'avoue pas. La muse nationale avance, droite, mais l'on sent, derrière la posture, une hésitation minuscule, un battement d'ailes contrarié. On raconte qu'un amour, d'abord tempête délicieuse, a peu à peu dressé ses murs invisibles. Rien de spectaculaire, rien qui éclabousse la une au sang et aux larmes seulement la mécanique fine d'une emprise. Des mots qui pèsent, des silences qui punissent, des regards qui exigent, la passion comme une lumière trop blanche qui brûle les contours. Au début, tout semblait évidence. Deux êtres qui se reconnaissent, se protègent, se promettent de n'être plus jamais seuls. Puis sont venus les ajustements, ces concessions qu'on baptise maturité. Un rôle décliné pour préserver l'équilibre, un dîner annulé pour éviter les malentendus, des amitiés mises à distance par prudence. À chaque renoncement, un morceau d'elle se détachait sans bruit, comme une feuille dans la nuit. Elle, qui a grandi sous l'éblouissement des plateaux, savait apprivoiser la lumière. Mais la lumière de l'amour peut aussi vous isoler, comme une vitrine où l'on étouffe sans que personne n'entende. La liberté, jadis naturelle, devint négociation. L'instinct, naguère sûr, se couvrit de doutes. Et quand le public réclamait la femme forte, c'est une jeune âme fatiguée qui répondait, polie et docile. À la place. Comment l'amour, promesse d'élévation, a-t-il fini par rétrécir le ciel au-dessus d'elle? Comment la femme la plus regardée du pays s'est-elle lentement perdue dans une histoire qui prétendait l'adorer? Pour comprendre, il faut revenir au commencement. Elle naît à Paris en novembre 1966, dans un quartier populaire où les rêves paraissent souvent trop grands pour les murs étroits. Son père est chauffeur, sa mère caissière. Pas d'illusion d'Hollywood dans cet horizon-là. Seulement le bruit des bus, l'odeur de la boulangerie du coin, et la certitude qu'il faut se battre pour exister. Sophie, cadette d'une fratrie modeste, observe très tôt les nuances du monde adulte, les colères rentrées, les fins de mois difficiles, les promesses reportées à plus tard. Enfant, elle est discrète, presque sauvage. Elle ne cherche pas à plaire, mais son regard clair attire malgré elle. Dans la cour d'école, elle rêve en silence, dessinant dans sa tête des univers plus vastes que la grisaille quotidienne. Les disputes parentales lui apprennent à écouter entre les mots, à déceler la vérité derrière les sourires. Ce don d'observation, qu'on appellera plus tard son naturel devant la caméra, vient en réalité d'années passées à guetter les changements d'humeur autour d'elle. Le divorce de ses parents, alors qu'elle n'est encore qu'une adolescente, laisse une cicatrice invisible. Elle ne le formule pas, mais la peur d'être abandonnée s'installe, tapie dans un recoin de son cœur. Pour se protéger, elle développe un instinct d'adaptation, s'ajuster aux attentes, arrondir les angles, éviter le conflit. Cette aptitude à se fondre dans les désirs des autres deviendra, plus tard, une faiblesse dangereuse. À 14 ans, un casting sauvage change le cours de sa vie. La boum. En un instant, la petite fille du quartier devient l'icône des adolescents. Mais derrière l'euphorie, elle garde l'empreinte de son enfance. Ce mélange de timidité et de besoin d'être aimée. Et comme beaucoup d'âmes qui ont connu l'insécurité affective, elle confondra parfois passion avec refuge et contrôle avec protection. Car les racines d'une histoire ne se trouvent pas dans les moments de gloire, mais dans les saisons silencieuses qui les précèdent. Et pour comprendre comment Sophie a pu se laisser enfermer dans une cage dorée, il faut se rappeler qu'avant d'être la muse de la France, elle fut une enfant qui craignait de perdre l'amour qu'on lui donnait. Le succès arrive sans frapper, comme une vague qui emporte tout sur son passage. La boum transforme la jeune inconnue en phénomène national.
Son visage s'affiche sur les murs des chambres d'adolescents, ses répliques deviennent des slogans, sa démarche inspire la mode. La France croit la connaître, comme on croit connaître une amie qu'on a vue grandir à l'écran. Mais Sophie, elle, ne s'appartient déjà plus. Les studios, les interviews, les tournées de promotion dictent le rythme de ses jours, tandis que ses nuits se remplissent d'un silence où l'on devine la solitude. L'adolescente timide apprend à sourire pour la presse, à cacher l'épuisement derrière un éclat d'yeux bien réglé. La caméra capte sa fraîcheur, mais ignore les doutes qui, déjà, s'installent. Les producteurs voient en elle un capital à rentabiliser, un symbole de jeunesse éternelle. Elle enchaîne les rôles. L'étudiante, Forsagan, Braveheart. Le monde l'applaudit, et chaque prix, chaque standing ovation vient avec son cortège d'attentes plus lourdes. La gloire internationale ouvre de nouvelles portes et de nouvelles cages. À Hollywood, elle goûte l'ivresse des grands plateaux, mais aussi la brutalité des négociations, la froideur des studios qui ne s'intéressent qu'au box-office. Elle devient experte en concessions, en diplomatie, en ces phrases creuses qui protègent du scandale. Mais derrière l'assurance affichée, une faille persiste. Celle de la jeune fille qui veut encore qu'on l'aime pour ce qu'elle est, et non pour l'image qu'elle incarne. Ce paradoxe la ronge. Être adorée par des millions de spectateurs, et, en même temps, se sentir invisible dans sa vérité. Sous le maquillage et les projecteurs, elle se demande si quelqu'un voit encore Sophie, et non le personnage qu'on projette sur elle. Plus le monde l'encense, plus elle ressent l'étrangeté de son propre reflet. Et c'est dans cette fragilité dissimulée derrière l'éclat que l'histoire bascule. Car au sommet de sa carrière, alors que tout semble à sa portée, un homme entre dans sa vie. Un homme qui saura lire dans ses failles, qui saura se faire passer pour un appui, pour un refuge, avant que ce refuge ne devienne prison. Ils se rencontrent là où les destins d'artistes aiment se croiser. Dans l'ombre dorée d'un plateau de tournage, au détour d'un dîner mondain où les conversations se mêlent au cliquetis des verres. Lui, plus âgé, déjà reconnu dans son domaine, porte l'assurance de ceux qui pensent comprendre le monde et les êtres. Elle, au sommet de sa gloire, en quête de sincérité dans un milieu où tout se monnaie, voit en lui une force tranquille, un regard qui semble l'embrasser au-delà des rôles et des affiches. Au début, tout a le goût de l'évidence. Ils partagent la même langue du cinéma, les mêmes nuits blanches à réinventer le monde, les mêmes projets qui les font vibrer. Il la complimente sur son talent, sur sa beauté authentique, ce mot qu'elle n'entend plus depuis longtemps. Avec lui, elle croit retrouver cette Sophie cachée derrière l'icône. L'amour, alors, ressemble à un refuge, mais peu à peu, ce refuge se transforme en territoire surveillé. Les questions anodines deviennent des interrogatoires feutrés. Où étais-tu? Pourquoi lui as-tu parlé si longtemps? Les conseils professionnels se muent en directives. Ce rôle n'est pas pour toi. Ce réalisateur ne te respecte pas. Il l'accompagne partout, officiellement pour la soutenir, officieusement pour ne rien perdre de ses gestes, de ses pensées. Ce n'est pas la tempête violente qui détruit, mais la pluie fine qui ronge la pierre jour après jour. Elle s'habitue à peser chaque mot, à anticiper ses réactions. Ses amis, qu'il juge mauvaise influence, disparaissent peu à peu de son carnet d'adresses. Les dîners improvisés se raréfient, remplacés par des soirées à deux où le silence finit par prendre toute la place. Elle se dit que c'est le prix d'un grand amour, que toute passion exige des sacrifices. Elle ne voit pas que les sacrifices deviennent des amputations. Il sait toucher ses blessures invisibles, celles héritées de son enfance. La peur de décevoir, l'angoisse de perdre l'affection de l'autre. Parfois, il se montre tendre, attentionné, comme au premier jour juste assez pour raviver l'espoir que tout peut redevenir simple. Mais cette douceur n'est qu'une parenthèse avant le prochain orage. La mécanique est bien rodée, un geste charmant, puis une remarque qui pique,
une dispute, un retrait, et à nouveau un geste charmant. Elle en vient à douter de sa mémoire, de son jugement, de sa propre valeur. Dans les rares moments de lucidité, elle se demande quand elle a cessé de rire spontanément, quand ses choix ont cessé d'être les siens. Mais ces éclairs se dissipent vite sous le poids de son regard à lui, ce regard qui promet qu'il est le seul à la comprendre vraiment. Et dans un monde où tout le monde exige quelque chose d'elle, cette promesse pèse plus que la liberté. Ce qu'elle ignore encore, c'est que cette spirale a un point de rupture, et qu'un jour, une scène publique ou intime viendra tout faire éclater, exposant au grand jour la prison invisible dans laquelle elle vit depuis trop longtemps. Cela commence par des rumeurs, comme toujours. Une interview annulée à la dernière minute, un tournage interrompu sans explication, un regard fuyant capté par les photographes lors d'un festival. Les tabloïds flairent quelque chose et se mettent en chasse. Mais la vérité, plus sourde et plus intime, se joue loin des caméras. Dans leur appartement parisien, les murs ont entendu des mots durs, des accusations murmurées comme des sentences, des silences qui coupent plus net que les cris. Puis survient l'incident que l'on ne peut plus cacher. Ce soir-là, ils assistent à une avant-première. Les flashs éclatent, elle porte une robe somptueuse, lui un costume impeccable, mais les témoins parlent d'un échange tendu, d'un geste brusque qu'elle reçoit comme une gifle invisible. Sur les images, on distingue son visage qui se ferme, son sourire qui se fige en une seconde. Les rumeurs deviennent articles, les articles deviennent polémiques. Quelques jours plus tard, elle disparaît des radars. Pas de promotion pour son dernier film, pas d'apparition publique. La presse parle de fatigue, repos nécessaire. Mais ceux qui la connaissent parlent de retrait forcé, d'un isolement dicté autant par la peur que par la honte. Dans l'ombre, ses proches s'inquiètent. Elle ne répond plus aux appels, son regard est absent lorsqu'elle ouvre la porte à un ami. La tension culmine lorsqu'un projet majeur, une coproduction internationale, est annulé d'un commun accord. Officiellement, il s'agit d'un conflit d'agenda. Officieusement, on sait qu'il n'a pas supporté qu'elle tourne sous la direction d'un ancien partenaire de jeu. Cet épisode marque un tournant. Pour la première fois, elle réalise que son monde rétrécit à vue d'œil, que chaque décision professionnelle passe désormais par un filtre qui n'est pas le sien. Les médias, eux, se déchaînent. Certains la présentent comme une victime. D'autres insinuent qu'elle a toujours eu un tempérament difficile. Les talk-shows dissèquent ses expressions. Les psychologues de plateau improvisent des diagnostics. Mais personne ne parle de la violence invisible, de l'usure psychologique lente qui, depuis des années, a miné ses forces. Dans les rues, elle sent les regards peser sur elle. Mi-curieux, mi-juge. C'est un soir d'hiver, après une dispute plus violente que les autres, qu'elle prend sa décision. Peut être à cause de la porte claquée si fort que les vitres ont tremblé. Peut être à cause des mots prononcés ce soir-là qui lui font comprendre que rien ne changera. Elle quitte l'appartement, un sac jeté à la hâte, et trouve refuge chez une amie d'enfance. Cette fuite n'est pas encore une libération, mais c'est une brèche dans la prison. Pourtant, même à distance, il continue de l'atteindre. Messages, appels, promesses et menaces se succèdent. Et si elle tient bon, c'est moins par force que par instinct de survie. Dans cet entre-deux fragile, elle sait que l'histoire n'est pas finie. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle envisage la possibilité d'une vie sans lui. Et la question, suspendue dans l'air froid de cette nuit-là, résonne encore. Comment a-t-on pu laisser une icône nationale se consumer ainsi, à la vue de tous, sans que personne ne tende la main? Il n'y a pas de plainte officielle déposée, pas de procès retentissant avec des avocats et des caméras devant le palais de justice. La violence psychologique, elle, ne laisse pas toujours de traces visibles, et la loi peine à saisir ce qui ne s'inscrit pas en bleu sur la peau. Pourtant,
La sentence tombe ailleurs, dans un tribunal plus impitoyable encore, celui de l'opinion publique. Les semaines qui suivent sa fuite sont un théâtre cruel. Les magazines à sensation s'emparent de l'affaire. Les plateaux télé improvisent des débats où des inconnus jugent ses choix intimes. Certains l'érigent en symbole de la femme sous emprise, d'autres insinuent qu'elle exagère, qu'elle savait à quoi s'attendre. La violence des commentaires, souvent anonymes, s'ajoute à celle qu'elle a vécue, prolongeant l'emprise sous une autre forme. Sur le plan professionnel, les répercussions sont immédiates. Les producteurs hésitent à lui proposer des rôles importants, craignant la mauvaise presse. Une campagne publicitaire dont elle était l'égérie est discrètement annulée. Ses projets personnels, un film qu'elle rêvait de réaliser, sont repoussés Cindy. Les portes ne se ferment pas bruyamment. Elles grincent et se referment lentement, une à une. Pour ses proches, la priorité est de la protéger. Une amie de longue date filtre ses appels, un collègue réalisateur prend publiquement sa défense, mais Sophie, fidèle à son tempérament, refuse d'étaler sa douleur dans les médias. Elle choisit le silence, non par faiblesse, mais parce qu'elle sait que les mots peuvent être déformés jusqu'à devenir des armes contre elle. Dans cette période d'ombre, elle entame un travail discret sur elle-même. Thérapie, lecture, longue marche dans les rues de Paris à l'aube, elle reconstruit ses repères à petits pas. Chaque geste banal, chaque décision prise, sans demander la permission, devient un acte de reconquête. Mais cette renaissance a un prix. Elle doit accepter que son image publique a changé, que la muse de la France est désormais aussi l'incarnation d'une histoire que beaucoup préfèrent ignorer. Aucune loi ne condamnera celui qui a lentement grignoté sa liberté. Mais dans son intimité, elle sait que la plus grande victoire sera de ne plus jamais laisser personne dicter la forme de son ciel. Les années ont passé, et la lumière qui entoure Sophie n'est plus tout à fait la même. Moins éblouissante, plus douce, comme filtrée par les épreuves. Elle est revenue à l'écran, parfois avec parcimonie, parfois dans des projets plus intimes, loin des superproductions qui faisaient jadis battre le cœur des foules. Elle a aussi pris la caméra, réalisant ses propres films, comme pour reprendre la maîtrise du récit de sa vie. Dans l'opinion publique, elle reste la muse de la France, mais pour ceux qui ont suivi son parcours, elle est aussi devenue un symbole discret de résilience. Elle n'a pas fait de son histoire un drapeau militant. Pourtant, son silence même est un acte. Celui de refuser que la douleur définisse tout ce qu'elle est. Par sa simple présence, par la manière dont elle poursuit son chemin, elle rappelle que l'on peut se relever, même quand on a perdu une part de soi. Son héritage ne se mesure pas seulement au rôle qu'elle a incarné ou au prix qu'elle a reçu. Il se niche dans les regards de celles et ceux qui, en entendant son nom, se souviennent qu'elle a traversé une tempête invisible. Dans une industrie qui célèbre la perfection, elle incarne la vérité nue, celle d'une femme qui a connu le vertige de l'adoration et l'étouffement de l'emprise, et qui a choisi finalement de marcher à nouveau seule. Comme un oiseau aux ailes cabossées, elle ne volera peu, être plus aussi haut qu'avant. Mais chaque battement, désormais, est à elle seule, et c'est là, peut être, la plus belle des libertés.